Hervé Hautil a participé à l'animation d'un centre de recherche et de formation sur la non-violence et les conflits. Il est intervenu comme formateur dans les luttes de libération Pacifique Sud, défense des droits humains en Afrique noire et dans des situations de guerre civile, aussi bien en Algérie qu'au Liban. Et depuis 2001, il intervient comme formateur auprès d'un public d'enseignants, d'animateurs, d'éducateurs, de personnel de santé, entre autres, autour de la transformation constructive des conflits. C'est par ailleurs l'auteur de cet ouvrage que vous trouverez sur la table de presse et d'un certain nombre de brochures qui vous permettent de découvrir ce que c'est que cette approche et transformation constructive des conflits. Par ailleurs, c'est un collègue formateur avec qui j'ai le plaisir d'intervenir et j'y passe la parole. Pour être le plus concis possible, je vais lire mon texte. Je ferai peut-être donnerai quelques exemples comme ça, mais comme mon temps est limité, c'est plus sûr de lire. Si nous aspirons à la paix, ce n'est pas seulement par opposition à la guerre, c'est parce que nous en avons une perception intime très profonde. C'est parce que par-delà tout ce qui nous encombre et peut nous conduire à faire souffrir les autres et à souffrir nous-mêmes, il y a au plus profond de l'être humain une puissance source de paix que toutes nos capacités, une puissance source de paix plus forte que toutes nos capacités de destruction. Pour y accéder, il nous faut faire tout un travail d'ascèse, le djihad majeur, individuel et collectif, de cicatrisation de nos blessures, d'accueil de notre souffrance pour pouvoir la traverser. Avant d'aller plus loin et pour rester réaliste, je tiens à évoquer certains aspects importants de ce qui pourrait nous faire désespérer. D'abord à cause des guerres qui rythment notre histoire et notre actualité. La guerre, c'est à cause des militaires, disent les uns, c'est à cause des marchands de canons, disent les autres. En fait, la guerre a existé bien avant l'apparition des militaires comme salariés, des soldats soldés. Elle est apparue à cause des conflits probables entre sédentaires et nomades, à cause de la rareté de certains biens de survie, puis à cause du développement de l'État qui s'est mis au service de la guerre. Nous oublions trop souvent que la croissance de la guerre est concomitante avec celle de l'État. Puis, et à cause aussi, dans certains cas, du fantasme de pacification des pays voisins pour ne plus avoir à faire la guerre, je pense à Napoléon en particulier, à cause d'une rivalité idéologique, à cause, etc., tout au fond de chaque être humain, une insécurité fondamentale face à la différence, face à la peur du manque, et plus fondamentalement, face à la peur de la mort. Tout cela a engendré la course aux armements, tout en permettant, paradoxalement, un développement économique et scientifique considérable. Hélas, la guerre est aussi un facteur d'innovation technologique dans tous les domaines. Et du coup, la guerre a aussi évolué dans ses formes. Jusqu'à la Révolution française, en Europe, les guerres étaient ritualisées comme des duels, avec le peuple des partisans en armes de la Révolution française, sous la conduite de Napoléon. La guerre a provoqué une forme de montée aux extrêmes avec la Prusse, qui a marqué les deux guerres mondiales du siècle dernier. Puis cette guerre s'est transformée en guerre idéologique, depuis Hitler et Staline jusqu'à George Bush dans son combat contre l'Empire du mal. À cause de la dissuasion nucléaire, la guerre a été repoussée à la périphérie des nations occidentales et puissantes, et cela a engendré en réponse le terrorisme d'aujourd'hui, qui est la forme aboutie de la guerre moderne, animée par des partisans forcément fanatiques. La miniaturisation des armements nucléaires peut les rendre malheureusement accessibles
à des groupes très déterminés. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Avec le terrorisme, dont l'objectif est de soumettre par la terreur, nous revenons aux fondamentaux de la guerre, ceux de la peur et du troc proposé par l'État. Je t'offre de la sécurité, tu renonces à tes parts de liberté. D'autant que les nouvelles formes de guerre économique, financière, de l'information, pour l'appropriation des ressources naturelles, comme même le génome des plantes, etc., créent le chaos dans bien des pays les plus pauvres et détruit leur structure sociale, même jusque chez nous. Alors la guerre, il faut la voir comme un symptôme, peut-être de toutes nos guerres intestines. On sait très bien que souvent, quand ça va mal dans un pays, le président ou les dirigeants décident de lancer une guerre, ça leur permet de remonter dans les sondages. Et le paradoxe, c'est que là où explose, et ça devrait être une leçon pour nous, là où explose la violence terroriste, mais pas seulement, parce que nous avons connu en Europe aussi des périodes de terrorisme avec l'armée rouge, les brigades de paix, etc. En France, je ne sais plus comment ça s'appelait. Là où explose de telles formes de violence, c'est là où la violence terrible est cachée. Je pourrais vous donner un exemple de ce constat. Peut-être me jugerez-vous pessimiste, je peux comprendre cette réaction parce qu'elle pourrait signifier qu'il n'y a pas de solution. Pour tant de conflits qui ont cessé, et il faut saluer ici la négociation en ce moment même réussie après 40 années de guerre entre les FARC et le gouvernement colombien, combien sont apparus plus meurtriers. Je crois pour ma part que notre résistance, sinon notre refus de voir la réalité en face, vient d'un sentiment d'impuissance perçu comme menace parce qu'il n'y aurait pas de solution. Parce que même ceux qui ont cru pouvoir mater l'ennemi avec plus de moyens s'y sont cassés les dents en une infernale spirale de violence. Or, il y a des solutions, mais c'est à travers la négociation qu'est en fin de compte l'aboutissement obligé de tout conflit armé. Et si on commençait par négocier, plutôt que de terminer cela après tant de souffrance. Et la négociation, pour tout conflit armé, je dis armé, mais je dis aussi les conflits sociaux, les conflits interpersonnels ou autres. Je ne réduis pas la guerre ou le conflit à la guerre, après avoir causé sinon des milliers de morts et de blessés, des dégâts matériels considérables, du moins beaucoup de souffrance et de désespérance. Que ce soit pour empêcher les guerres ou les autres formes de conflits qui mettent en jeu de la violence, de commencer, ou pour les faire cesser, il faut négocier. Et c'est parce que nous avons la connaissance de cette vérité toute simple que nous pouvons continuer à aspirer à la paix. Or, négocier ne s'improvise pas, cela s'apprend. Il faut s'y entraîner. Et pour y arriver, il faut apprendre à coopérer. La négociation s'apprend en temps de paix, pas en temps de guerre. Car ce qui caractérise le temps de paix, à quelque niveau que ce soit, c'est la coopération, c'est-à-dire cette capacité à vivre ensemble, même avec des divergences de point de vue, des conflits d'intérêts, etc. Pour coopérer, qui plus est pour négocier, il faut déjà reconnaître l'autre comme partenaire digne de coopération. Éventuellement comme adversaire, mais certainement pas comme ennemi. Pour coopérer, il faut de la confiance. Or, la confiance ne tombe pas du ciel, il faut créer les conditions de son émergence et il faut l'entretenir. Le mot confiance formé de avec et foi, confides. Et l'autre mot pour dire ce qui se passe dans la relation quand on est en sécurité, quand on n'a pas peur. La confiance, c'est donc l'antidote de la peur.
Et si je peux dire de quoi j'ai peur, je peux alors en informer l'autre, négocier avec lui les conditions de ma sécurité, et je peux même élaborer un contrat. Quand j'interviens aujourd'hui dans une équipe professionnelle ou militante, même dans des églises, après un conflit ou en prévention des conflits, je les invite à rédiger une charte relationnelle qui liste tout simplement les formes de communication, les modalités de coopération, même de subordination, qui favorisent un sentiment de sécurité et de confiance. Car s'il y a des lois qui définissent les conditions pour vivre en société, des règles pour vivre en collectif ou institution, en dessous, il n'y a généralement rien d'explicite qui doivent être respectés, comme ne serait-ce que de pouvoir exprimer ses émotions. À condition, bien sûr, d'exprimer ses émotions, d'éviter de rendre le coupable de les avoir déclenchées chez nous, et dans la limite de ce qu'autorise la loi. En effet, au départ de nombreux conflits destructeurs, il y a des émotions mal canalisées, qui s'expriment sous forme d'accusation, de condamnation, de rejet de processus, d'exclusion, de bouc émissaire. Or, notre rapport aux émotions est très ambigu. Et comme celle-ci recèle une énergie considérable, nous avons de la peine à en canaliser l'expression de façon respectueuse pour les autres et pour nous-mêmes. Et en même temps, les émotions jouent un rôle essentiel dans notre équilibre psychologique, car elles favorisent les relations équilibrées et elles sont gardiennes de nos besoins fondamentaux. Alors, ces besoins fondamentaux, au titre desquels je nommerai l'amour, la reconnaissance, la sécurité et les repères, l'autonomie et la créativité ou spiritualité, sont des canaux par lesquels peut s'exprimer notre élan vital, notre désir profond, la vie qui jaillit à travers chacun et chacune de nous. Ces besoins sont souvent frustrés aussi à cause des difficiles conditions matérielles et relationnelles en famille et en société, en termes de sensations d'abandon, de solitude ou de trahison, de rejet, d'agression ou d'envahissement, de perte de repères, de perte de contrôle ou de sentiment d'aliénation. Mais il faut encore aller un peu plus loin. Les recherches sur la vie des bébés avant leur naissance nous permettent de constater qu'autant une certaine aspiration à la paix peut être l'héritage des premiers mois de grossesse de leur vécu au sein du ventre maternel, autant les derniers jours ou moments avant et pendant la naissance peuvent provoquer une souffrance incroyable pour le petit homme qui n'a aucun moyen pour la manifester. Et ainsi, les travaux de Stanislas Grof tentent à démontrer que la violence extrême mise en œuvre par des dictateurs, des tortionnaires, des chefs de guerre, des personnes dites sadiques, ou d'autres qui retournent la violence contre elles-mêmes, serait en fait une tentative pour expurger la souffrance qu'elles ont accumulée au moment de leur naissance. Sans compter toutes les formes de maladies conséquentes à des non-dits, les fameux sacrés familiaux, et les conséquences de notre modèle éducatif qui, sous prétexte d'éducation, maltraite l'enfant. Je renvoie là aux travaux d'Olivier Morel ou de Lita Basset sur 20 siècles de maltraitance des enfants dans le christianisme. Je crois donc pour ma part que c'est l'accumulation de nombreuses blessures profondes qui nous manipulent et nous entravent dans notre désir de vivre en paix. Pour coopérer, négocier, il faut donc apprendre à mettre en mots tout cela, car c'est le fait de les taire qui provoque de la violence dans la relation. J'insiste là-dessus, la violence est de l'ordre de la relation, de l'organisation sociale, voire de la culture, quand cette dernière justifie, légitime
le recours à la violence pour se faire justice. La violence, c'est le résultat, que ce soit dans la relation ou dans la guerre, c'est le résultat d'un échec de mise en mots pour canaliser, recycler l'énergie des émotions refoulées, notamment en ce qui concerne la peur et la colère, mais pas seulement. La violence commence avec les jugements que nous portons les uns sur les autres, au lieu de nous en tenir à la perception de ce que nous éprouvons. Au lieu de « je suis embêté », nous disons facilement « tu as fait une bêtise » ou plus malheureusement « tu es bête ». Si la loi interdit la violence, elle ne peut l'empêcher. Certes, elle dissuade à cause des peines qu'elle inflige aux transgresseurs, mais pas suffisamment pour faire cesser toute violence. Pour être efficace, la loi doit être appliquée avec discernement par un tiers extérieur, en l'occurrence un tribunal. Cette notion de tiers est effectivement fondamentale dans l'apaisement des conflits, pour bloquer le processus de vengeance qui consiste, au sens étymologique de se venger, c'est-à-dire se faire justice à soi-même. Et quand nous jugeons ou condamnons les autres, nous nous vengeons sans nous en rendre compte. Au lieu de mettre des mots sur notre dérangement, nous condamnons la personne qui a révélé ce dérangement en nous, et en ce sens, nous faisons un faux témoignage, ce qui est interdit depuis les 10 commandements jusqu'à aujourd'hui par le droit. Et dans le cas de la guerre, effectivement, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'instance internationale pour limiter le recours à la guerre. C'est très la fonction du Conseil de sécurité, mais selon les rapports de force, cette structure n'intervient pas pour faire cesser les combats. Quand nous arrivons à exprimer nos peurs, nos colères ou tristesses sans accuser les autres d'en être la source, alors nous pouvons provoquer une réaction de compassion chez nos voisins, de la même façon que nous sommes nous-mêmes touchés par la souffrance vécue par une personne qui l'exprime sans se plaindre. Mais dès lors que nous accusons nos voisins, sans doute aussi maladroits que nous, d'être la cause de nos malheurs, alors nous rentrons, à l'insu de notre plein gré, comme dit la formule, dans la spirale de la violence. Mon expérience de formateur, d'animateur, de médiateur me confirme dans l'idée que lorsqu'un groupe est encadré de façon sécurisante, les personnes peuvent s'y révéler très généreuses et compatissantes. C'est l'environnement qui conditionne en grande partie les comportements individuels, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir s'affronter respectueusement sur de vraies divergences de vues, d'intérêts, en s'écoutant. Trop souvent, nous rivalisons d'arguments antagonistes au lieu d'écouter les peurs qu'ils trahissent. Parler de ses peurs, de ses besoins, permet de prendre en compte toutes les perceptions et élaborer des compromis constructifs au consensus. Dans cette difficulté rencontrée à élaborer des compromis constructifs, nous restons souvent coincés entre deux pôles opposés. Les uns disent « on ne peut pas sans cesse s'opposer, lutter contre, il faut bien, à un moment ou à un autre, proposer ». C'est cette logique qui fait passer de groupes d'opposition à un engagement dans sa partie. Or, autant il est facile de rester unis contre un adversaire commun, autant il est impossible de garder cette unité lorsqu'on rentre dans une logique de proposition. On rentre alors dans des logiques de rapport de force, sinon de domination. Tous les partis et groupes militants en font la même expérience. Pour sortir de cette dualité, Gandhi a créé la notion de programme constructif, avec le Rouet et toutes les structures qu'il a mises en place. Je pourrais parler de ce qu'ont fait aussi les paysans du Larzac dans leur lutte. Il s'agit de s'investir sans attendre, avec son corps, même sans argent, dans la réalisation de ce qu'on revendique. Cela permet de construire et renforce l'unité du groupe résistant. Même une action de désobéissance civile, disait Gandhi, qui peut intégrer une forme de destruction symbolique matérielle, doit nécessairement
être accompagné d'un programme constructif. Dans une résistance à l'injustice, dans la promotion de droits humains, c'est souvent un sentiment d'impuissance, dû à la colère, la peur, la tristesse, qui nous conduit à la violence, du moins à définir des solutions techniques qui doivent être réalisées par les autres, alors que nous avons d'abord besoin de relations, de bienveillance, de respect et de solidarité. Les solutions techniques sont trop souvent des fuites en avant pour éviter de se confronter à ses propres peurs et la vacuité des relations au sein du groupe victime. Combien pouvons-nous lire dans la presse des discours d'experts qui développent la seule solution à tel problème, alors que nous avons bien conscience que toute situation est complexe. Ce programme constructif, qu'on peut élaborer dans n'importe quelle circonstance, doit être associé au renoncement à toute forme de violence sur les personnes comme méthode d'action, car c'est elle qui divise. C'est ce renoncement à la violence, qu'on appelle aussi non-violence, qui permet de créer de la sécurité en interne, qui permet d'unir les personnes, qui favorise les rapports de confiance et crée un nouvel espace démocratique, parce qu'il intègre tous les acteurs de la société, quel que soit leur âge ou leur sexe. Cela suppose un gros travail sur la diffusion de l'information, sur le partage du pouvoir, des décisions prises au consensus, un leadership contrôlé, etc. Enfin, programme constructif, renoncement à la violence comme méthode d'action, non-coopération qui peut provoquer de la répression assumée, fonctionnement démocratique, tout cela favorise l'unité qui est une condition absolument nécessaire pour s'inscrire une résistance dans la durée. Mais l'unité pour l'unité ne suffit pas, encore faut-il savoir au service de quoi on la met. Et c'est pourquoi je crois il faut que cette unité soit transcendée par la référence à un corpus de valeurs. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens dire se référer à des valeurs. Il y aurait des valeurs de droite, il y aurait des valeurs de gauche. Beaucoup de militants se battent pour des valeurs sans jamais dire lesquelles. Je serais curieux de savoir ce que les gens appellent valeurs de droite ou valeurs de gauche. La liberté serait-elle plus à droite qu'à gauche? La fraternité plus à gauche qu'à droite? Et l'égalité entre les deux? Et la dignité ou la classe rétente? On entend plus ici que là qu'il faut défendre la valeur famille, la valeur travail. Mais la famille n'est pas une valeur. C'est une structure, une organisation humaine, au sein de laquelle peuvent se réaliser un certain nombre de valeurs. Et le travail comme valeur. Comment peut-on parler de la valeur du travail dans un pays où il y a entre 5 et 8 millions de gens au chômage? Bonjour le discours d'exclusion. Le travail est une activité humaine, une forme d'organisation qui permet, elle aussi, de réaliser certaines valeurs, mais il ne peut pas être une valeur en soi. Et la paix, la non-violence, seraient-elles des valeurs? Je peux témoigner que dans mon groupe de non-violents pour la paix, il y avait beaucoup de violences cachées et de guerres intestines. Et il suffit d'observer ce qui se passe dans tous les mouvements anti-quelque chose pour voir qu'on réalise exactement en interne ce contre quoi on se bat à l'extérieur. Cela vient sans doute de ce que nous produisons, un idéal de paix, un idéal de non-violence. Or, un idéal est un système idéologique fondé généralement sur une seule valeur ou référence, que ce soit la liberté, la paix, etc. Et il y a dans idéalisme, qui devient une machine violente, car la réalité est toujours plus complexe que l'idéal qu'on veut atteindre. Mais alors, qu'entend-on par valeur? Pour le savoir, il suffit de se tourner
vers la Déclaration universelle des droits des humains de 1948, et même déjà celle du citoyen de 1792, je crois, ou vers la Constitution de nos pays. On nous trouve tout un corpus de valeurs qui sont à la source de définitions de droits fondamentaux. Dignité, liberté, égalité, hospitalité, santé, souveraineté, propriété sont nommés dans la Déclaration universelle des droits des humains. À quoi nous pourrions encore ajouter vérité, loyauté, intégrité, beauté, etc. Effectivement, les droits, formalisés ensuite par des lois, trouvent leurs origines dans un certain nombre de valeurs. Et si on remonte beaucoup plus haut, on verra que ces valeurs sont en fait déjà inscrites dans les textes fondamentaux des spiritualités du monde. Puisque c'est ce que je connais le mieux, je peux affirmer que dans l'Ancien Testament, on trouve déjà l'essentiel formulé de nos valeurs reprises dans la Déclaration universelle des droits des humains. Le mot valeur a plusieurs significations ou déclinaisons. On parle de la valeur marchande d'un objet, ce que ça vaut, ou combien ça vaut. On parle aussi d'évaluation d'un projet, d'une démarche, d'un travail, ce qui consiste à lui enlever ou lui donner de la valeur. Et il y a aussi les valeurs qui orientent nos choix, et c'est à celles-là que je fais allusion. Bien évidemment, et pas du tout à celle du CAC 40. Plus fondamentalement, le mot valeur vient du latin valere, valoir, qui signifie être bien portant, être fort. Dans son sens originel, dès le XIIe siècle, la valeur désigne le courage, la vaillance guerrière, la bravoure au combat, la hardiesse, la combativité. D'où l'idée que la valeur, c'est ce qui porte la vie. Je dois à Patrick Vivray cette définition finale qui correspond bien à ce que j'avais identifié. En effet, pour moi, les valeurs sont la transcription collective et culturelle des besoins de la personne, des besoins fondamentaux que j'ai évoqués tout à l'heure, amour, reconnaissance, sécurité, autonomie et transcendance, créativité. C'est parce que ces besoins sont universels que les valeurs sont universelles. Il est faux de dire que nous ne partageons pas les mêmes valeurs avec les mêmes valeurs que tel ou tel système culturel ou religieux, car c'est plutôt généralement sur leur mise en œuvre que nous divergeons. Je vais vous donner pour ça un exemple. En France, nous sommes catastrophés de voir que les États-Unis, les Américains US, au nom de la liberté, autorisent le port d'armes qui fait les dégâts que nous connaissons. Mais les Américains sont catastrophés de voir que nous, Français, au nom de la liberté d'expression, nous nous autorisons à porter des discours complètement dégradants sur ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Vous voyez, un autre exemple avec les Américains, c'est au nom de l'égalité que Strauss-Kahn a été menotté et présenté devant la presse, parce qu'aux États-Unis, l'égalité se traduit par le bas, et c'est au nom de l'égalité qu'en France, on définit la présomption d'innocence pour faire monter tous les gens du bas à la hauteur des gens du haut. Donc vous voyez, c'est pas sur l'égalité ou sur la liberté que nous sommes en désaccord, c'est sur la façon de les interpréter et de les concevoir. Et je vais terminer avec ça. On ne peut pas, encore un point important, on ne peut pas hiérarchiser les valeurs comme la liberté sans en faire un système idéologique. Nous avons besoin de toutes les valeurs, comme les marins ont besoin de toutes les étoiles pour s'orienter. Si nous voulons définir la paix à partir de valeurs, il nous faudra bien entendu parler de sûreté, de liberté, et aussi de fraternité, de souveraineté, de dignité, de santé, d'hospitalité. La paix, comme la non-violence,
ne peuvent être réduites à une seule ou à quelques valeurs, elles doivent les représenter toutes. En revenant à un corpus aussi large que possible des valeurs, il est possible de retrouver une vision commune de la paix, une vision, une perspective, pas une idéologie connotée par des intérêts cachés. Il est possible d'orienter nos résistances, nos programmes constructifs vers la satisfaction des besoins fondamentaux des individus et non contre leur frustration. Nous pouvons donc choisir entre résister contre et renforcer ce contre quoi nous luttons, ou résister pour et renforcer ce pour quoi nous luttons. Voilà. Et qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui, puisque on ne voit pas de perspective politique, enfin de négocier ce conflit, parce qu'il y a cette question fondamentale de peut-on négocier avec quelqu'un comme Bachar el-Assad, qui massacre sa population? Je suis désolée de la question. Mais non, elle est intéressante. Mais on n'a pas arrêté de négocier avec lui avant la guerre. On n'a pas arrêté de lui vendre des armes. Et oui, il faut prendre les problèmes au début. Bien sûr qu'une fois que la situation est bloquée, on peut dire c'est plus possible de négocier. Mais qu'est-ce qu'en ce moment on est en train de faire en bombardant la Syrie? Est-ce qu'on est en train de sauver ce pays du chaos? Non, on est en train de l'enfoncer. C'est ça qui est dramatique. Même les militants anti-Bachar el-Assad, quand ils ont commencé à lutter et qu'ils ont commencé à organiser la guerre contre lui, alors ils ont dit on a négocié, ça n'a pas marché, etc. Mais même quand ils ont fait ça, ils sont rentrés dans le processus de destruction qui est aujourd'hui manifeste, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne qui va gagner, et une fois que la Syrie sera complètement écroulée, eh bien, il faudra bien quand même négocier. Vous voyez, c'est ça qui est affolant. C'est que même regardez, avec la surpuissance des États-Unis au Vietnam, ils ont pu négocier. Et voilà, et c'est partout la même solution. Donc, le problème, bien sûr, je comprends que les gens qui subissent la torture, que les gens qui subissent de la répression, aient des formes de réaction comme ça en disant maintenant il faut en finir. Mais cette notion de solution finale, elle n'a aucun sens. Surtout quand on n'a pas les armes. À la rigueur, on peut faire le pari d'y arriver en ayant toutes les armes de ce côté, mais quand on ne les a pas, c'est pas par là qu'il faut commencer. Bon, je ne suis pas syrien, je n'ai pas subi la torture et la geôle de Bachar el-Assad, etc. Mais regardons comment ça se passe chez nous, dans nos conflits à nous. Combien de fois j'entends des gens dire « mais avec cette personne qui est pervers narcissique, tout le monde s'autorise à porter un diagnostic sur n'importe qui de pervers narcissique, qui est manipulateur ou manipulatrice, c'est impossible de discuter. » Combien de fois on entend ça? Bon. C'est parce que nous avons peur, certainement, nous avons peur de ce que cette personne peut nous renvoyer. Et si, à l'occasion, on arrive à organiser une confrontation, une médiation, eh bien, on se rend compte que la personne est capable de discuter. Nous pouvons, c'est ça le paradoxe, partager nos blessures identiques. C'est-à-dire que dans cette montée aux enchères de la violence interpersonnelle et même de la guerre, nous partageons la même blessure. Et c'est ça qui est le plus difficile à admettre. Et c'est pour ça que nous stigmatisons l'adversaire en ennemi, parce que nous avons trop peur de prendre conscience que nous souffrons de la même chose.